à tous et bienvenue dans Pitch. Mon invitée du jour est assistante doctorante en communication à l'Université libre de Bruxelles et s'intéresse particulièrement à ce qui est dit aux migrants dans les centres pour demandeurs d'asile en Belgique. Bonjour Amandine Van Est. Bonjour. À 18 ans, vous quittez Charleroi pour entamer des études de journalisme à l'ULB avec l'ambition de devenir grand reporter. Pourtant, à la fin de votre bachelier, vous réalisez que ce qui vous intéresse, vous, c'est le droit européen. Vous entamez alors un master en études européennes et c'est là que votre intérêt grandit pour les minorités et la migration. Alors après avoir travaillé pour Convivial, une ONG qui assiste les réfugiés tout au long de leur parcours d'insertion, vous entamez une carrière académique en 2014 et on peut dire que c'est un moment plus qu'opportun puisqu'avec la grande crise migratoire de 2015, les questions de justice sociale occupent une place très importante dans l'actualité. Je vous laisse nous expliquer le travail de votre recherche et moi je vous retrouve juste après sur ce même plateau pour vous poser quelques questions. Merci. Savez-vous que la Belgique compte environ 60 centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qui correspond environ à 23 000 personnes accueillies? La capitale bruxelloise en sert à elle seule 8 centres d'accueil qui sont par exemple situés à Uccle ou à Ixelles. Si nous côtoyons de près ces lieux, ils restent pour la plupart d'entre nous mystérieux et impénétrables. En effet, ce microcosme social a comme principale caractéristique d'être coupé du monde. Pourtant, ces lieux sont habités par différentes voies, comme celle des demandeurs d'asile ou des opérateurs de l'accueil. Aujourd'hui, c'est cette réalité que je vais essayer de vous faire découvrir, mais avec un angle bien particulier, celui de la communication. Les questions migratoires occupent une place centrale dans l'actualité et les débats politiques européens, mais aussi bruxellois et belges. La migration, encore plus depuis ce qu'on a appelé la crise de 2015, mais aussi la question de l'accueil des migrants, sont une question d'événements, de faits, mais également de discours. Justement, les chercheurs en information et communication, comme moi, se sont surtout attachés à étudier la représentation, l'image de ces migrants dans les différents types de discours, comme le discours médiatique ou politique. Peu d'études, par contre, se sont intéressées à la communication à destination des migrants eux-mêmes. Que dit-on aux migrants? Qui le dit? Pourquoi et dans quel contexte? C'est à ces questions que j'essaye de répondre dans mes recherches. Au-delà du message, je m'intéresse également à la relation de communication qui lie les instances chargées de l'accueil des demandeurs d'asile et les demandeurs d'asile. Ce qui est dit ou non dit m'invite à questionner la vision de l'accueil de ces institutions. La communication est d'autant plus capitale que ces personnes, ces hommes et ces femmes, sont dans une grande précarité de l'information. Elle est due au manque de familiarité avec les institutions belges, à la méconnaissance possible des langues du pays, mais également à l'absence de réseau social. Ce qui rend alors ces personnes vulnérables à la fois aux stéréotypes, aux préjugés, mais aussi à la désinformation. Tous ces aspects, ils apparaissent dans une grande importance pendant ce qu'on appelle la phase d'accueil. Alors en Belgique, les demandeurs d'asile ont droit à ce qu'on appelle une aide matérielle pendant toute la procédure d'asile. C'est la phase d'accueil. Cette aide matérielle, elle est définie dans la loi. Elle consiste notamment en l'hébergement, l'habillement, des repas, mais également toute une série d'autres accompagnements, comme l'accompagnement social et médical. C'est l'Agence fédérale belge pour l'accueil des demandeurs d'asile, FEDASIL, qui gère ces questions. L'aide matérielle, elle est donnée à la fois dans des structures individuelles, mais également dans des structures collectives. Les structures collectives, ce sont ces fameux centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Depuis 2014, 2/3 des demandeurs d'asile présents sur le territoire belge logent dans ces structures d'accueil collectives. Ces structures d'accueil, elles peuvent être petites, grandes, situées en ville ou encore à la campagne. Au-delà de leur fonction légale, c'est également le lieu de vie des demandeurs d'asile pendant toute la procédure d'asile. Un directeur d'un centre d'accueil nous dira d'ailleurs « Mon lieu de travail, c'est leur résidence, leur lieu de vie ». La durée de séjour dans ces centres peut d'ailleurs grandement varier en fonction de la durée de la procédure d'asile. En 2017, 40% des demandeurs d'asile y séjournaient depuis beaucoup plus d'1 an. Alors, les conditions et les modalités d'accueil, elles sont importantes à étudier. Pourquoi? Parce que certains chercheurs ont montré qu'elles préconfiguraient, au moins partiellement, l'issue et la nature du processus d'intégration dans la société. En plus, la manière de communiquer avec les demandeurs d'asile, de les informer, mais également de les nommer, a une incidence importante sur la demande d'asile et pourrait alors changer leur avenir. En effet, être reconnu réfugié ou ne pas l'être modifiera leur vie. La communication que j'étudie, elle est complexe. Tout d'abord parce qu'elle se matérialise à différents niveaux. Tout d'abord, il y a le niveau politique, le secrétaire d'État, qui dessine les lignes politiques directrices. Ensuite, il y a l'agence FEDASIL, l'agence fédérale qui va décider de leur application. Enfin, il y a le centre et son personnel qui sont en contact direct avec les demandeurs d'asile et qui sont chargés de mettre en œuvre cette politique.
Elle est aussi complexe parce qu'elle prend des formes variées, qui vont des supports de communication médiatisés aux interactions face à face dans les centres. Justement, comment étudier cette communication complexe? Au-delà de l'étude de ces différents supports de communication, comme par exemple des sites internet ou encore des brochures à destination des demandeurs d'asile, j'ai également mené des enquêtes de terrain. Entre 2014 et 2019, j'ai été dans 4 centres d'accueil pour tenter d'observer en direct, sur les terrains, les pratiques de communication de ces travailleurs. En parallèle, j'ai également mené des interviews avec des travailleurs de l'accueil, mais aussi avec des médecins, des infirmiers ou encore des veilleurs de nuit. Un des premiers résultats, ça a été de constater que la communication vers le demandeur d'asile est peu visible. En effet, il existe très peu d'outils de communication médiatisés à destination des demandeurs d'asile. Le peu qui existe semble inadapté à ce public, par exemple en termes d'accès ou encore de contenu. Cela pose question. S'agit-il d'une communication peu financée? S'agit-il d'une communication plutôt orale qui ne laisserait pas de traces? Ou s'agit-il d'une communication qu'on veut rendre volontairement invisible? Face à ce manque d'outils d'information, une série d'initiatives civiles et associatives ont germé pour pallier justement ce manque. Lors de mon observation dans un centre d'accueil, le directeur m'expliquera que finalement cette politique, elle est toujours empreinte de quelque chose de caritatif. Le problème, c'est que le droit à l'information, qui est donc un droit défini par la loi, s'apparente plutôt à un privilège accordé par un hôte, par exemple la Belgique, à ses invités qui seraient alors les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile djiboutien me dira d'ailleurs « Tu peux demander tes droits si tu les connais, si tu sais qu'ils existent ». L'absence d'outils d'information adaptés trouve son origine dans une série de facteurs, notamment dans le fait que la procédure pour obtenir un statut de réfugié est très complexe, mais aussi dans tous les ressorts de la communication interculturelle, des différentes langues des demandeurs d'asile et de leurs différents profils. Par conséquent, les différents outils de communication sont difficiles à mettre à jour et ne sont pas toujours dans la langue des demandeurs d'asile. Comme je le disais au départ, étudier cette communication, c'est également s'intéresser à une relation entre les travailleurs de l'accueil et les demandeurs d'asile, qui parfois est rendue complexe par le contexte politique hostile. Alors il arrive que la parole politique s'impose. C'est ce qui est arrivé en 2015 et 2016 lorsque le secrétaire d'État à l'asile et la migration a envoyé directement dans les centres d'accueil nominativement des lettres. Ces lettres, elles visaient à encourager le retour volontaire et à décourager la poursuite d'une procédure d'asile. Elles visaient uniquement les Irakiens et les Afghans. Elles étaient donc discriminantes. Ces lettres, elles ont aussi contribué à brouiller la relation entre travailleurs de l'accueil et demandeurs d'asile. Les travailleurs ont donc dû faire un travail de clarification en expliquant que l'accueil, ce n'était pas la politique migratoire et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. Finalement, plonger au cœur de cet univers mystérieux, c'est également donner la voix à des personnes en chair et en os qui travaillent dans ces centres d'accueil. Dans un contexte où des frontières physiques se dressent entre le centre et le reste du monde, ces travailleurs de l'accueil peuvent jouer le rôle de passeurs de monde. Soumis à des discours à visée idéologique, parfois contraires à leurs pratiques, ces travailleurs résistent aux discours institutionnels et politiques pour adapter leurs pratiques de communication à la réalité qu'ils expérimentent au jour le jour. Amandine, merci pour ces explications. On est dans un contexte de communication, donc c'est important de bien choisir le mot qu'on utilise. Est-ce que les termes de migrants et de réfugiés ont la même signification ? Alors les termes migrants et réfugiés, ce sont des catégories qui permettent de classer les personnes en fonction de leur statut et leur pays d'origine. Elles sont néanmoins importantes parce qu'elles confèrent des droits. Par exemple, un réfugié aura plus de droits qu'un migrant. Alors le terme réfugié, il appartient au champ juridique. En fait, il s'agit d'une protection internationale qui est définie par la Convention de Genève. Le terme migrant, c'est un terme un petit peu plus flou qui insiste finalement sur le processus migratoire. Cependant, ces derniers temps, il a été utilisé par certains politiciens ou dans les médias comme un terme plutôt négatif, où on avait tendance à parler de migrants économiques qui n'auraient pas le droit de rester dans notre pays. Ce qui est important de retenir avec ces catégories, c'est finalement qu'elles sont juste des manières de nommer les personnes et que derrière, il y a des êtres humains avec des parcours de vie. Oui, bien sûr. Cela fait 5 ans que vous avez commencé votre thèse. Moi, et je pense que les téléspectateurs aussi, on a envie de savoir, au fond, est-ce que cette communication envers les migrants, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez pu constater cette évolution? Oui, il y a des évolutions tous les jours. Par exemple, il y a plus ou moins un mois, FEDASIL a établi un nouvel outil de communication sur un site web disponible sur les smartphones qui est traduit en 12 langues et qui plus est avec une version audio pour les personnes qui ne pourraient pas lire l'alphabet. D'accord. Au-delà de votre doctorat, on peut dire que vous êtes une jeune femme engagée. Vous êtes bénévole au sein du collectif Migration au-delà des préjugés. Quels sont les objectifs de cette association ?
Alors c'est un collectif qui réunit des volontaires de 2 univers différents. Des volontaires qui viennent de l'ULB, qui peuvent donc être chercheurs, professeurs, étudiants, et d'une organisation qui s'appelle le CJD, qui travaille avec la jeunesse. Alors le but, c'est qu'on a construit des outils qui sont basés sur des connaissances scientifiques et qui visent à déconstruire les préjugés autour de la migration. On va ensuite, en tant que volontaire, directement dans les écoles et dans les maisons de jeunes pour donner ces formations. Et finalement, l'objectif ultime, c'est de donner un petit peu de complexité, de débattre de tous les enjeux migratoires à partir de données scientifiques. Amandine Vanest, un tout grand merci à vous d'être venue sur notre plateau et merci à vous aussi de nous suivre sur BX1. On se retrouve bientôt avec de nouvelles innovations dans Pitch.